Chapitre 12. Il arriva une nuit que le gouverneur espagnol, comme je l'appelle, c'est-à-dire l'espagnol à qui j'avais sauvé la vie, et qui était maintenant le capitaine, le chef ou le gouverneur de la colonie, se trouva tourmenté d'insomnie et dans l'impossibilité de fermer l'œil. Il se portait parfaitement bien de corps, comme il me le dit par la suite en me contant cette histoire. Seulement ses pensées se succédaient tumultueusement. Son esprit n'était plein que d'hommes combattant et se tuant les uns les autres. Cependant, il était tout à fait éveillé et ne pouvait avoir un moment de sommeil. Il resta longtemps couché dans cet état, mais se sentant de plus en plus agité, il résolut de se lever. Comme ils étaient en grand nombre, ils ne couchaient pas dans des hamacs comme moi, qui étais seul, mais sur des peaux de chèvre étendus sur des espèces de lits et de paillasses qu'ils s'étaient faits, en sorte que quand ils voulaient se lever, ils n'avaient qu'à se mettre sur leurs jambes, à passer un habit et à chausser leurs souliers, et ils étaient prêts à aller où bon leur semblait. S'étant donc ainsi levé, il jeta un coup d'œil dehors, mais il faisait nuit, et il ne put rien ou presque rien voir. D'ailleurs, les arbres que j'avais plantés, comme je l'ai dit dans mon premier récit, ayant poussé à une grande hauteur, interceptaient sa vue. En sorte que tout ce qu'il put voir en levant les yeux fut un ciel clair et étoilé. N'entendant aucun bruit, il revint sur ses pas et se recoucha. Mais ce fut inutilement. Il ne put dormir ni goûter un instant de repos. Ses pensées continuaient à être agitées et inquiètes, sans qu'il sût pourquoi. Ayant fait quelque bruit en se levant et en allant et venant, l'un de ses compagnons s'éveilla et demanda quel était celui qui se levait. Le gouverneur lui dit ce qu'il éprouvait. « Vraiment ?» dit l'autre espagnol. « Ces choses-là méritent qu'on s'y arrête, je vous assure. Il se prépare en ce moment quelque chose contre nous, j'en ai la certitude. » Et sur-le-champ, il lui demanda où étaient les Anglais. « Ils sont dans leur hutte, dit-il, tout est en sûreté de ce côté-là. » Il paraît que les Espagnols avaient pris possession du logement principal et avaient préparé un endroit où les 3 Anglais, depuis leur dernière mutinerie, étaient toujours relégués sans qu'ils pussent communiquer avec les autres. « Oui, dit l'Espagnol, il doit y avoir quelque chose là-dessous, ma propre expérience me l'assure. Je suis convaincu que nos âmes, dans leur enveloppe charnelle, communiquent avec les esprits incorporels, habitants du monde invisible, et en reçoivent des clartés. Cet avertissement, ami, nous est sans doute donné pour notre bien si nous savons le mettre à profit. Venez, dit-il, sortons et voyons ce qui se passe. Et si nous ne trouvons rien qui justifie notre inquiétude, je vous conterai à ce sujet une histoire qui vous convaincra de la vérité de ce que je vous dis. » En un mot, ils sortirent pour se rendre au sommet de la colline où j'avais coutume d'aller. Mais, étant en force et en bonne compagnie, ils n'employèrent pas la précaution que je prenais, moi qui étais tout seul, de monter au moyen de l'échelle, que je tirais après moi et replaçais une seconde fois pour gagner le sommet. Mais ils traversèrent le bocage sans précaution et librement, lorsque tout à coup ils furent surpris de voir à très peu de distance la lumière d'un feu, et d'entendre, non pas une voix ou deux, mais les voix d'un grand nombre d'hommes. Toutes les fois que j'avais découvert des débarquements de sauvages dans l'île, j'avais constamment fait en sorte qu'on ne pût avoir le moindre indice que le lieu était habité. Lorsque les événements le lui apprirent, ce fut d'une manière si efficace que c'est tout au plus si ceux qui se sauvèrent purent dire ce qu'ils avaient vu, car nous disparûmes aussitôt que possible, et aucun de ceux qui m'avaient vu ne s'échappa pour le dire à d'autres, excepté les 3 sauvages qui, lors de notre dernière rencontre, sautèrent dans la pirogue et qui, comme je l'ai dit, m'avaient fait craindre qu'ils ne retournassent auprès de leurs compatriotes et n'amenassent du renfort. Était-ce ce qu'avaient pu dire ces 3 hommes qui en amenaient maintenant un aussi grand nombre, ou bien était-ce le hasard seul ou l'un de leurs festins sanglants?
c'est ce que les Espagnols ne purent comprendre, à ce qu'il paraît. Mais, quoi qu'il en fût, il aurait mieux valu pour eux qu'ils se fussent tenus cachés et qu'ils n'eussent pas vu les sauvages, que de laisser connaître à ceux-ci que l'île était habitée. Dans ce dernier cas, il fallait tomber sur eux avec vigueur, de manière à n'en pas laisser échapper à un seul, ce qui ne pouvait se faire qu'en se plaçant entre eux et leurs canots. Mais la présence d'esprit leur manqua, ce qui détruisit pour longtemps leur tranquillité. Nous ne devons pas douter que le gouverneur et celui qui l'accompagnait, surpris à cette vue, ne soient retournés précipitamment sur leurs pas et n'aient donné l'alarme à leurs compagnons, en leur faisant part du danger imminent dans lequel ils étaient tous. La frayeur fut grande, en effet, mais il fut impossible de les faire rester où ils étaient. Tous voulurent sortir pour juger par eux-mêmes de l'état des choses. Tant qu'il fit nuit, ils purent pendant plusieurs heures les examiner tout à leur aise, à la lueur de 3 feux qu'ils avaient allumés à quelque distance l'un de l'autre. Ils ne savaient ce que faisaient les sauvages, ni ce qu'ils devaient faire eux-mêmes, car d'abord les ennemis étaient trop nombreux, ensuite ils n'étaient point réunis, mais séparés en plusieurs groupes, et occupaient divers endroits du rivage. Les Espagnols, à cet aspect, furent dans une grande consternation. Les voyant parcourir le rivage dans tous les sens, ils ne doutèrent pas que tôt ou tard quelques-uns d'entre eux ne découvrissent leur habitation ou quelque autre lieu où ils trouveraient des vestiges d'habitants. Ils éprouvèrent aussi une grande inquiétude à l'égard de leur troupeau de chèvres, car leur destruction les eût réduits presque à la famine. La première chose qu'ils firent donc fut de dépêcher 3 hommes, 2 Espagnols et un Anglais, avant qu'il fût jour, pour emmener toutes les chèvres dans la grande vallée où était située la caverne, et pour les cacher, si cela était nécessaire, dans la caverne même. Ils étaient résolus à attaquer les sauvages, fussent-ils 100, s'ils les voyaient réunis tous ensemble et à quelque distance de leurs canots. Mais cela n'était pas possible, car ils étaient divisés en 2 troupes éloignées de 2 milles l'une de l'autre. Et, comme on le sut plus tard, il y avait là 2 nations différentes. Après avoir longtemps réfléchi sur ce qu'ils avaient à faire et s'être fatigué le cerveau à examiner leur position actuelle, ils résolurent enfin d'envoyer comme espion, pendant qu'il faisait nuit, le vieux sauvage, père de Vendredi, afin de découvrir, si cela était possible, quelque chose touchant ces gens, par exemple d'où ils venaient, ce qu'ils se proposaient de faire. Le vieillard y consentit volontiers, et, s'étant mis tout nu, comme étaient la plupart des sauvages, il partit. Après 1 heure ou 2 d'absence, il revint et rapporta qu'il avait pénétré au milieu d'eux sans avoir été découvert. Il avait appris que c'étaient 2 expéditions séparées et 2 nations différentes en guerre l'une contre l'autre. Elles s'étaient livré une grande bataille dans leur pays, et un certain nombre de prisonniers ayant été faits de part et d'autre dans le combat, ils étaient par hasard débarqués dans la même île pour manger leurs prisonniers et se réjouir. Mais la circonstance de leur arrivée dans le même lieu avait troublé toute leur joie. Ils étaient furieux les uns contre les autres et si rapprochés qu'on devait s'attendre à les voir combattre aussitôt que le jour paraîtrait. Il ne s'était pas aperçu qu'ils soupçonnassent que d'autres hommes fussent dans l'île. Il avait à peine achevé son récit qu'un grand bruit annonça que les 2 petites armées se livraient un combat sanglant. Le père de Vendredi fit tout ce qu'il put pour engager nos gens à se tenir clos et à ne pas se montrer. Il leur dit que leur salut en dépendait, qu'ils n'avaient d'autre chose à faire qu'à rester tranquilles, que les sauvages se tueraient les uns les autres et que les survivants, s'il y en avait, s'en iraient. C'est ce qui arriva. Mais il fut impossible d'obtenir cela, surtout des Anglais. La curiosité l'emporta tellement en eux sur la prudence qu'ils voulurent absolument sortir et être témoins de la bataille. Toutefois, ils usèrent de quelques précautions.
c'est-à-dire qu'au lieu de marcher à découvert dans le voisinage de leur habitation, ils s'enfoncèrent plus avant dans les bois et se placèrent dans une position avantageuse, d'où ils pouvaient voir en sûreté le combat sans être découverts. Du moins, ils le pensaient. Mais il paraît que les sauvages les aperçurent, comme on verra plus tard. Le combat fut acharné, et, si je puis en croire les Anglais, quelques-uns des combattants avaient paru à l'un des leurs des hommes d'une grande bravoure et doués d'une énergie invincible, et semblaient mettre beaucoup d'art dans la direction de la bataille. La lutte, dirent-ils, dura 2 heures avant qu'on pût deviner à qui resterait l'avantage. Mais alors, le parti le plus rapproché de l'habitation de nos gens commença à ployer, et bientôt quelques-uns prirent la fuite. Ceci mit de nouveau les nôtres dans une grande consternation. Ils craignirent que les fuyards n'allassent chercher un abri dans le bocage qui masquait leur habitation, et ne la découvrissent, et que par conséquent ceux qui les poursuivaient ne vinssent à faire la même découverte. Sur ce, ils résolurent de se tenir armés dans l'enceinte des retranchements, et si quelques sauvages pénétraient dans le bocage, de faire une sortie et de les tuer, afin de n'en laisser échapper aucun si cela était possible. Ils décidèrent aussi que ce serait à coups de sabre ou de crosses de fusil qu'on les tuerait, et non en faisant feu sur eux, de peur que le bruit ne donnât l'alarme. La chose arriva comme ils l'avaient prévu. 3 hommes de l'armée en déroute cherchèrent leur salut dans la fuite, et, après avoir traversé la crique, ils coururent droit au bocage, ne soupçonnant pas le moins du monde où ils allaient, mais croyant se réfugier dans l'épaisseur d'un bois. La vedette postée pour faire le guet en donna avis à ceux de l'intérieur, en ajoutant, à la satisfaction de nos gens, que les vainqueurs ne poursuivaient pas les fuyards et n'avaient pas vu la direction qu'ils avaient prise. Sur quoi, le gouverneur espagnol, qui était plein d'humanité, ne voulut pas permettre qu'on tuât les 3 fugitifs. Mais, expédiant 3 hommes par le haut de la colline, il leur ordonna de la tourner, de les prendre à revers et de les faire prisonniers, ce qui fut exécuté. Les débris de l'armée vaincue se jetèrent dans les canaux et gagnèrent la haute mer. Les vainqueurs se retirèrent et les poursuivirent peu ou point, mais, se réunissant tous en un seul groupe, ils poussèrent 2 grands cris qu'on supposa être des cris de triomphe. C'est ainsi que se termina le combat. Le même jour, sur les 3 heures de l'après-midi, ils se rendirent à leurs canots. Et alors, les Espagnols se retrouvèrent paisibles possesseurs de l'île. Leur effroi se dissipa, et pendant plusieurs années, ils ne revirent aucun sauvage. Lorsqu'ils furent tous partis, les Espagnols sortirent de leur grotte, et parcourant le champ de bataille, trouvèrent environ 32 morts sur la place. Quelques-uns avaient été tués avec de grandes et longues flèches, et ils en virent plusieurs dans le corps desquels elles étaient restées plongées. Mais la plupart avaient été tués avec de grands sabres de bois, dont 16 ou 17 furent trouvés sur le lieu du combat, avec un nombre égal d'arcs et une grande quantité de flèches. Ces sabres étaient de grosses et lourdes choses difficiles à manier, et les hommes qui s'en servaient devaient être extrêmement forts. La majeure partie de ceux qui étaient tués ainsi avaient la tête mise en pièces, ou, comme nous disons en Angleterre, « brains knocked out », la cervelle hors du crâne, et en outre les jambes et les bras cassés, ce qui attestait qu'ils avaient combattu avec une furie et une rage inexprimables. Tous les hommes qu'on trouva là gisant étaient tout à fait morts, car ces barbares ne quittent leur ennemi qu'après l'avoir entièrement tué. Ou emportent avec eux tous ceux qui, tombés sur leur cou, ont encore un souffle de vie.
Le danger auquel on venait d'échapper apprivoisa pour longtemps les 3 Anglais. Ce spectacle les avait remplis d'horreur, et ils ne pouvaient penser sans un sentiment d'effroi qu'un jour ou l'autre ils tomberaient peut-être entre les mains de ces barbares, qui les tueraient non seulement comme ennemis, mais encore pour s'en nourrir comme nous faisons de nos bestiaux. Et ils m'ont avoué que cette idée d'être mangés comme du bœuf ou du mouton, bien que cela ne dût arriver qu'après leur mort, avait eu pour eux quelque chose de si horrible en soi qu'elle leur soulevait le cœur et les rendait malades, et qu'elle leur avait rempli l'esprit de terreur si étrange qu'ils furent tout autres pendant quelques semaines. Ceci, comme je le disais, eut pour effet même d'apprivoiser nos 3 brutaux d'Anglais, dont je vous ai entretenu. Ils furent longtemps fort traitables, et prirent assez d'intérêt au bien commun de la société. Ils plantaient, semaient, récoltaient, et commençaient à se faire au pays. Mais bientôt, un nouvel attentat leur suscita une foule de peines. Ils avaient fait 3 prisonniers, ainsi que je les consignais, et comme ils étaient tous 3 jeunes, courageux et robustes, ils en firent des serviteurs, qui apprirent à travailler pour eux, et se montrèrent assez bons esclaves. Mais leurs maîtres n'agirent pas à leur égard comme j'avais fait envers Vendredi. Ils ne crurent pas, après leur avoir sauvé la vie, qu'il fût de leur devoir de leur inculquer de sages principes de morale, de religion, de les civiliser et de se les acquérir par de bons traitements et des raisonnements affectueux. De même qu'ils leur donnaient leur nourriture chaque jour ils leur imposaient une besogne et les occupaient totalement à de vils travaux. Aussi manquèrent-ils en cela, car ils ne les eurent jamais pour les assister et pour combattre, comme j'avais eu mon serviteur Vendredi, qui m'était aussi attaché que ma chair à mes os. Mais revenons à nos affaires domestiques. Étant alors tous bons amis, car le danger commun, comme je l'ai dit plus haut, les avait parfaitement réconciliés, ils se mirent à considérer leur situation en général. La première chose qu'ils firent, ce fut d'examiner si, voyant que les sauvages fréquentaient particulièrement le côté où ils étaient, et l'île leur offrant plus loin des lieux plus retirés, également propres à leur manière de vivre et évidemment plus avantageux, il ne serait pas convenable de transporter leur habitation et de se fixer dans quelque endroit où ils trouveraient plus de sécurité pour eux, et surtout plus de sûreté pour leurs troupeaux et leurs grains. Enfin, après une longue discussion, ils convinrent qu'ils n'iraient pas habiter ailleurs, vu qu'un jour ou l'autre il pourrait leur arriver des nouvelles de leur gouverneur, c'est-à-dire de moi, et que si j'envoyais quelqu'un à leur recherche, ce serait certainement dans cette partie de l'île. Que là, trouvant la place rasée, on en conclurait que les habitants avaient tous été tués par les sauvages, et qu'ils étaient partis pour l'autre monde, et qu'alors le secours partirait aussi. Mais, quant à leurs grains et à leur bétail, ils résolurent de les transporter dans la vallée où était ma caverne, le sol y étant dans une étendue suffisante, également propre à l'un et à l'autre. Toutefois, après une seconde réflexion, ils modifièrent cette résolution. Ils se décidèrent à ne parquer dans ce lieu qu'une partie de leurs bestiaux, et à n'y semer qu'une portion de leurs grains, afin que si une partie était détruite, l'autre pût être sauvée. Ils adoptèrent encore une autre mesure de prudence, et ils firent bien. Ce fut de ne point laisser connaître aux 3 sauvages, leurs prisonniers, qu'ils avaient des cultures et des bestiaux dans la vallée, et encore moins qu'il s'y trouvait une caverne qu'ils regardaient comme une retraite sûre en cas de nécessité. C'est là qu'ils transportèrent les 2 barils de poudre que je leur avais abandonnés lors de mon départ. Résolu de ne pas changer de demeure, et reconnaissant l'utilité des soins que j'avais pris à masquer mon habitation, par une muraille ou fortification, et par un bocage, bien convaincus de cette vérité que leur salut dépendait du secret de leur retraite, ils se mirent à l'ouvrage afin de fortifier et cacher ce lieu
encore plus qu'auparavant. À cet effet, j'avais planté des arbres, ou plutôt enfoncé des pieux qui, avec le temps, étaient devenus des arbres, dans un assez grand espace devant l'entrée de mon logement. Ils remplirent, suivant la même méthode, tout le reste du terrain, depuis ces arbres jusqu'au bord de la crique, où, comme je l'ai dit, je prenais terre avec mes radeaux, et même jusqu'au sol vaseux qui couvrait le flot de la marée, ne laissant aucun endroit où l'on pût débarquer, ni rien qui indiquât qu'un débarquement fût possible aux alentours. Ces pieux, comme autrefois je le mentionnais, étaient d'un bois d'une prompte végétation. Ils eurent soin de les choisir généralement beaucoup plus forts et beaucoup plus grands que ceux que j'avais plantés, et de les placer si drus et si serrés qu'au bout de 3 ou 4 ans, il était devenu impossible à l'œil de plonger très avant dans la plantation. Quant aux arbres que j'avais plantés, ils étaient devenus gros comme la jambe d'un homme. Ils en placèrent dans les intervalles un grand nombre de plus petits, si rapprochés qu'ils formaient comme une palissade épaisse d'un quart de mille, où l'on n'eût pu pénétrer qu'avec une petite armée pour les abattre tous. Car un petit chien aurait eu de la peine à passer entre les arbres, tant ils étaient serrés. Mais ce n'est pas tout. Ils en firent de même sur le terrain à droite et à gauche, et tout autour de la colline jusqu'à son sommet, sans laisser la moindre issue par laquelle ils pussent eux-mêmes sortir, si ce n'est au moyen de l'échelle qu'on appuyait contre le flanc de la colline et qu'on replaçait ensuite pour gagner la cime. Une fois cette échelle enlevée, il aurait fallu avoir des ailes ou des sortilèges pour parvenir jusqu'à eux. Cela était fort bien imaginé, et plus tard, ils eurent occasion de s'en applaudir, ce qui a servi à me convaincre que comme la prudence humaine est justifiée par l'autorité de la Providence, c'est la Providence qui la met à l'œuvre. Et si nous écoutions religieusement sa voix, je suis pleinement persuadé que nous éviterions un grand nombre d'adversités auxquelles, par notre propre négligence, notre vie est exposée. Mais ceci soit dit en passant. Je reprends le fil de mon histoire. Depuis cette époque, ils vécurent 2 années dans un calme parfait, sans recevoir de nouvelles visites des sauvages. Il est vrai qu'un matin, ils eurent une alerte qui les jeta dans une grande consternation. Quelques-uns des Espagnols étant allés au côté occidental, ou plutôt à l'extrémité de l'île, dans cette partie que, de peur d'être découverts, je ne hantais jamais, ils furent surpris de voir plus de 20 canots d'Indiens qui se dirigeaient vers le rivage. Épouvantés, ils revinrent à l'habitation en toute hâte, donner l'alarme à leurs compagnons, qui se tinrent clos tout ce jour-là et le jour suivant, ne sortant que de nuit pour aller en observation. Ils eurent le bonheur de s'être trompés dans leur appréhension, car quel que fût le but des sauvages, ils ne débarquèrent pas cette fois-là dans l'île, mais poursuivirent quelque autre projet. Il s'éleva vers ce temps-là une nouvelle querelle avec les 3 Anglais. Un de ces derniers, le plus turbulent, furieux contre un des 3 esclaves qu'ils avaient fait prisonnier, parce qu'il n'exécutait pas exactement quelque chose qu'il lui avait ordonné et se montrait peu docile à ses instructions, tira de son ceinturon la hachette qu'il portait à son côté et s'élança sur le pauvre sauvage, non pour le corriger, mais pour le tuer. Un des Espagnols, qui était près de là, le voyant porter à ce malheureux, à dessein de lui fendre la tête un rude coup de hachette, qui entra fort avant dans l'épaule, crut que la pauvre créature avait le bras coupé, courut à lui, et, le suppliant de ne pas tuer ce malheureux, se jeta entre lui et le sauvage pour prévenir le crime. Ce coquin, devenu plus furieux encore, leva sa hachette contre l'Espagnol et jura qu'il le traiterait comme il avait voulu traiter le sauvage. L'Espagnol, voyant venir le coup, l'évita, et avec une pelle qu'il tenait à la main, car il travaillait en ce moment au champ de blé, étendit par terre ce forcené. Un autre Anglais, accourant au secours de son camarade, renversa d'un coup l'Espagnol. Puis 2 Espagnols vinrent à l'aide de leurs compatriotes,
et le troisième Anglais tomba sur eux. Aucun n'avait d'armes à feu. Ils n'avaient que des hachettes et d'autres outils, à l'exception du troisième Anglais. Celui-ci était armé de l'un de mes vieux coutelas rouillés, avec lequel il s'élança sur les Espagnols derniers arrivants et les blessa tous les deux. Cette bagarre mit toute la famille en rumeur. Du renfort survint, et les 3 Anglais furent faits prisonniers. Il s'agit alors de voir ce que l'on ferait d'eux. Ils s'étaient montrés souvent si mutins, si terribles, si paresseux, qu'on ne savait trop quelles mesures prendre à leur égard. Car ces quelques hommes, dangereux au plus haut degré, ne valaient pas le mal qu'ils donnaient. En un mot, il n'y avait pas de sécurité à vivre avec eux. L'Espagnol qui était gouverneur leur dit en propres termes que s'ils étaient ses compatriotes, il les ferait pendre, car toutes les lois et tous les gouvernants sont institués pour la conservation de la société, et ceux qui sont nuisibles à la société doivent être repoussés de son sein. Mais que, comme ils étaient anglais, et que c'était à la généreuse humanité d'un Anglais qu'ils devaient tous leur vie et leur délivrance, il les traiterait avec toute la douceur possible, et les abandonnerait au jugement de leurs 2 compatriotes. Un des 2 honnêtes Anglais se leva alors, et dit qu'il désirait qu'on ne les choisît pas pour juges. Car, ajouta-t-il, j'ai la conviction que notre devoir serait de les condamner à être pendus. Puis, il raconta comment Will Atkins, l'un des 3, avait proposé aux Anglais de se liguer tous les 5 pour égorger les Espagnols pendant leur sommeil. Quand le gouverneur espagnol entendit cela, il s'adressa à Will Atkins. « Comment, Seigneur Atkins, dit-il, vous vouliez nous tuer tous? Qu'avez-vous à dire à cela ?» Ce coquin endurci était si loin de le nier qu'il affirma que cela était vrai. Et « Dieu me damne, jura-t-il, si nous ne le faisons pas avant de démêler rien autre avec vous. »« Fort bien. Mais, Seigneur Atkins, dit l'Espagnol, que vous avons-nous fait pour que vous veuillez nous tuer? Et que gagneriez-vous à nous tuer? Et que devons-nous faire pour vous empêcher de nous tuer? Faut-il que nous vous tuions ou que nous soyons tués par vous? Pourquoi voulez-vous nous réduire à cette nécessité, Seigneur Atkins? Dit l'Espagnol avec beaucoup de calme et en souriant. Seigneur Atkins entra dans une telle rage contre l'Espagnol qui avait fait une raillerie de cela, que s'il n'avait été retenu par 3 hommes et sans armes, il est croyable qu'il aurait tenté de le tuer au milieu de toute l'assemblée. Cette conduite insensée les obligea à considérer sérieusement le parti qu'ils devaient prendre. Les 2 Anglais et l'Espagnol qui avaient sauvé le pauvre esclave étaient d'opinion qu'il fallait pendre l'un des 3, pour l'exemple des autres, et que ce devait être celui-là qui avait 2 fois tenté de commettre un meurtre avec sa hachette. Et par le fait, on aurait pu penser, non sans raison, que le crime était consommé, car le pauvre sauvage était dans un état si misérable depuis la blessure qu'il avait reçue qu'on croyait qu'il ne survivrait pas. Mais le gouverneur espagnol dit encore « non », répétant que c'était un Anglais qui leur avait sauvé à tous la vie et qu'il ne consentirait jamais à mettre un Anglais à mort, eût-il assassiné la moitié d'entre eux. Il ajouta que s'il était lui-même frappé mortellement par un Anglais et qu'il eut le temps de parler, ce serait pour demander son pardon. L'Espagnol mit tant d'insistance qu'il n'y eut pas moyen de lui résister. Et comme les conseils de la clémence prévalent presque toujours lorsqu'ils sont appuyés avec autant de chaleur, tous se rendirent à son sentiment. Mais il restait à considérer ce qu'on ferait pour empêcher ces gens-là de faire le mal qu'ils préméditaient. Car tous convinrent, le gouverneur aussi bien que les autres, qu'il fallait trouver le moyen de mettre la société à l'abri du danger. Après un long débat, il fut arrêté tout d'abord qu'ils seraient désarmés et qu'on ne leur permettrait d'avoir ni fusil, ni poudre, ni plomb, ni sabre, ni arme quelconque.
qu'on les expulserait de la société et qu'on les laisserait vivre comme ils voudraient et comme ils pourraient, mais qu'aucun des autres, espagnols ou anglais, ne les fréquenterait, ne leur parlerait et n'aurait avec eux la moindre relation, qu'on leur défendrait d'approcher à une certaine distance du lieu où habitaient les autres, et que s'ils venaient à commettre quelque désordre, comme de ravager, de brûler, de tuer ou de détruire le blé, les cultures, les constructions, les enclos ou le bétail appartenant à la société, on les ferait mourir sans miséricorde et on les fusillerait partout où on les trouverait. Le gouverneur, homme d'une grande humanité, réfléchit quelques instants sur cette sentence. Puis, se tournant vers les deux honnêtes Anglais, « Arrêtez, leur dit-il. Songez qu'il s'écoulera bien du temps avant qu'ils puissent avoir du blé et des troupeaux à eux. Il ne faut pas qu'ils périssent de faim. Nous devons leur accorder des provisions. » Il fit donc ajouter à la sentence qu'on leur donnerait une certaine quantité de blé pour semer et se nourrir pendant 8 mois, après lequel temps il était présumable qu'ils en auraient provenant de leur récolte. Qu'en outre, on leur donnerait 6 chèvres laitières, 4 boucs, 6 chevreaux pour leur subsistance actuelle et leur approvisionnement, et enfin des outils pour travailler au champ, tels que 6 hachettes, une hache, une scie et autres objets, mais qu'on ne leur remettrait ni outils ni provisions à moins qu'ils ne jurassent solennellement qu'avec ces instruments ils ne feraient ni mal ni outrage aux Espagnols et à leurs camarades anglais. C'est ainsi qu'expulsés de la société, ils eurent à se tirer d'affaire par eux-mêmes. Ils s'éloignèrent, hargneux et récalcitrants. Mais, comme il n'y avait pas de remède, jouant les gens à qui il était indifférent de partir ou de rester, ils déguerpirent, prétendant qu'ils allaient se choisir une place pour s'y établir, y planter et y pourvoir à leur existence. On leur donna quelques provisions, mais point d'armes. 4 ou 5 jours après, ils revinrent demander des aliments et désignèrent au gouverneur le lieu où ils avaient dressé leur tente et tracé l'emplacement de leur habitation et de leur plantation. L'endroit était effectivement très convenable, situé au nord-est, dans la partie la plus reculée de l'île, non loin du lieu où, grâce à la Providence, j'abordais lors de mon premier voyage, après avoir été emporté en pleine mer, Dieu seul sait où, dans ma folle tentative de faire le tour de l'île. Là, à peu près sur le plan de ma première habitation, ils se bâtirent 2 belles huttes, qu'ils adossèrent à une colline ayant déjà quelques arbres parsemés sur 3 de ses côtés, de sorte qu'en en plantant d'autres, il fut facile de les cacher de manière à ce qu'elles ne pussent être aperçues sans beaucoup de recherche. Ces exilés exprimèrent aussi le désir d'avoir quelques peaux de bouc séchées pour leur servir de lits et de couverture. On leur en accorda. Et ayant donné leur parole qu'ils ne troubleraient personne et respecteraient les plantations, on leur remit des hachettes et les autres outils dont on pouvait se priver, des pois, de l'orge et du riz pour semer. En un mot, tout ce qui leur était nécessaire, sauf des armes et des munitions. Ils vécurent ainsi à part environ 6 mois et firent leur première récolte. À la vérité, cette récolte fut peu de chose, car ils n'avaient pu ensemencer qu'une petite étendue de terrain, ayant toutes les plantations à établir et par conséquent beaucoup d'ouvrages sur les bras. Lorsqu'il leur fallut faire des planches, de la poterie et autres choses semblables, ils se trouvèrent fort empêchés et ne purent y réussir. Quand vint la saison des pluies, n'ayant pas de caverne, ils ne purent tenir leurs grains secs, et il fut en grand danger de se gâter. Ceci les contrista beaucoup. Ils vinrent donc supplier les Espagnols de les aider, ce que ceux-ci firent volontiers. Et en 4 jours, on leur creusa dans le flanc de la colline un trou assez grand pour mettre à l'abri de la pluie leurs grains et leurs autres provisions. Mais c'était après tout une triste grotte comparée à la mienne, et surtout à ce qu'elle était alors.
car les Espagnols l'avaient beaucoup agrandi et y avaient pratiqué de nouveaux logements. Environ 3 trimestres après cette séparation, il prit à ses chenapans une nouvelle lubie, qui, jointe au premier brigandage qu'ils avaient commis, attira sur eux le malheur et faillit à causer la ruine de la colonie tout entière. Les 3 nouveaux associés commencèrent, à ce qu'il paraît, à se fatiguer de la vie laborieuse qu'ils menaient, sans espoir d'améliorer leurs conditions. Il leur vint la fantaisie de faire un voyage au continent d'où venaient les sauvages, afin d'essayer s'ils ne pourraient pas réussir à s'emparer de quelques prisonniers parmi les naturels du pays, les emmener dans leurs plantations et se décharger sur eux des travaux les plus pénibles. Ce projet n'était pas mal entendu s'ils se fussent bornés à cela, mais ils ne faisaient rien et ne se proposaient rien où il n'y eût du mal, soit dans l'intention, soit dans le résultat. Et, si je puis dire mon opinion, il semblait qu'ils fussent placés sous la malédiction du ciel, car si nous n'accordons pas que des crimes visibles sont poursuivis de châtiments visibles, comment concilierons-nous les événements avec la justice divine ? Ce fut sans doute en punition manifeste de leurs crimes de rébellion et de piraterie qu'ils avaient été amenés à la position où ils se trouvaient. Mais bien loin de montrer le moindre remords de ces crimes, ils y ajoutaient de nouvelles scélératesses, telles que cette cruauté monstrueuse de blesser un pauvre esclave parce qu'il n'exécutait pas, ou peut-être ne comprenait pas l'ordre qui lui était donné, de le blesser de telle manière que sans nul doute il en est resté estropié toute sa vie, et dans un lieu où il n'y avait pour le guérir ni chirurgien ni médicaments. Mais le pire de tout, ce fut leur dessein sanguinaire, c'est-à-dire, tout bien jugé, leur meurtre intentionnel. Car, à coup sûr, c'en était un, ainsi que plus tard leur projet concerté d'assassiner de sang-froid les Espagnols durant leur sommeil. Je laisse les réflexions et je reprends mon récit. Les 3 garnements vinrent un matin trouver les Espagnols et en de très humbles termes demandèrent instamment à être admis à leur parler. Ceux-ci consentirent volontiers à entendre ce qu'ils avaient à leur dire. Voilà de quoi il s'agissait. « Nous sommes fatigués, dirent-ils, de la vie que nous menons. Nous ne sommes pas assez habiles pour faire nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin. Et manquant d'aide, nous aurions à redouter de mourir de faim. Mais si vous vouliez nous permettre de prendre l'un des canots dans lesquels vous êtes venus, et nous donner les armes et les munitions nécessaires pour notre défense, nous gagnerions la terre ferme pour chercher fortune, et nous vous délivrerions ainsi du soin de nous pourvoir de nouvelles provisions. » Les Espagnols étaient assez enchantés d'en être débarrassés. Cependant, ils leur représentèrent avec franchise qu'ils allaient courir à une mort certaine, et leur dirent qu'eux-mêmes avaient éprouvé de telles souffrances sur le continent que, sans être prophètes, ils pouvaient leur prédire qu'ils y mourraient de faim ou y seraient assassinés. Ils les engagèrent à réfléchir à cela. Ces hommes répondirent audacieusement qu'ils mourraient de faim s'ils restaient, car ils ne pouvaient ni ne voulaient travailler. Que lorsqu'ils seraient là-bas, le pire qui pourrait leur arriver, c'était de périr d'inanition. Que si on les tuait, tant serait fini pour eux, qu'ils n'avaient ni femme ni enfants pour les pleurer. Bref, ils renouvelèrent leur demande avec instance, déclarant que de toute manière, ils partiraient, qu'on leur donnât ou non des armes. Les Espagnols leur dirent, avec beaucoup de bonté, que s'ils étaient absolument décidés à partir, ils ne devaient pas se mettre en route dénués de tout et sans moyen de défense, et que, bien qu'il leur fût pénible de se défaire de leurs armes à feu, n'en ayant pas assez pour eux-mêmes, cependant ils leur donneraient 2 mousquets, un pistolet et de plus un coutelas, et à chacun une hachette, ce qu'ils jugeaient devoir leur suffire. En un mot, les Anglais acceptèrent cette offre, et, les Espagnols leur ayant cuit assez de pain pour subsister pendant 1 mois,
et leur ayant donné autant de viande de chèvre qu'ils en pouvaient manger pendant qu'elle serait fraîche, ainsi qu'un grand panier de raisins secs, une cruche d'eau douce et un jeune chevreau vivant, ils montèrent hardiment dans un canot pour traverser une mer qui avait au moins 40 milles de large. Ce canot était grand et aurait pu aisément transporter 15 ou 20 hommes. Aussi ne pouvait-il le manœuvrer que difficilement. Toutefois, à la faveur d'une bonne brise et du flot de la marée, ils s'en tirèrent assez bien. Ils s'étaient fait un mât d'une longue perche et une voile de 4 grandes peaux de bouc séchées qu'ils avaient cousues ou lacées ensemble. Et ils étaient partis assez joyeusement. Les Espagnols leur crièrent « Buen viaje !» Personne ne pensait les revoir. Les Espagnols se disaient souvent les uns aux autres, ainsi que les 2 honnêtes Anglais qui étaient restés, « Quelle vie tranquille et confortable nous menons maintenant que ces 3 turbulents compagnons sont partis !» Quant à leur retour, c'était la chose la plus éloignée de leurs pensées. Mais voici qu'après 22 jours d'absence, un des Anglais, qui travaillait dehors à sa plantation, aperçoit au loin 3 étrangers qui venaient à lui. 2 d'entre eux portaient un fusil sur l'épaule. L'Anglais s'enfuit comme s'il eût été ensorcelé. Il accourut, bouleversé et effrayé, vers le gouverneur espagnol, et lui dit qu'ils étaient tous perdus, car des étrangers avaient débarqué dans l'île. Il ne put dire qui ils étaient. L'Espagnol, après avoir réfléchi un moment, lui répondit « Que voulez-vous dire? Vous ne savez pas qui ils sont? Mais ce sont des sauvages, sûrement. »« Non, non, repartit l'Anglais, ce sont des hommes vêtus et armés. »« Alors donc, dit l'Espagnol, pourquoi vous mettez-vous en peine? Si ce ne sont pas des sauvages, ce ne peut être que des amis, car il n'est pas de nation chrétienne sur la terre qui ne soit disposée à nous faire plutôt du bien que du mal. » Pendant qu'ils discutaient ainsi, arrivèrent les 3 Anglais, qui, s'arrêtant en dehors du bois nouvellement planté, se mirent à les appeler. On reconnut aussitôt leur voix, et tout le merveilleux de l'aventure s'évanouit. Mais alors, l'étonnement se porta sur un autre objet, c'est-à-dire qu'on se demanda quels étaient leurs desseins et le motif de leur retour. Bientôt, on fit entrer nos 3 coureurs, et on les questionna sur le lieu où ils étaient allés et sur ce qu'ils avaient fait. En peu de mots, ils racontèrent tout leur voyage. Ils avaient, dirent-ils, atteint la terre en 2 jours ou un peu moins. Mais voyant les habitants alarmés à leur approche et s'armant de leurs arcs et de leurs flèches pour les combattre, ils n'avaient pas osé débarquer, et avaient fait voile au nord pendant 6 ou 7 heures. Alors ils étaient arrivés à un grand chenal qui leur fit reconnaître que la terre qu'on découvrait de notre domaine n'était pas le continent, mais une île. Après être entrés dans ce bras de mer, ils avaient aperçu une autre île à droite, vers le nord, et plusieurs autres à l'ouest. Décidés à aborder n'importe où, ils s'étaient dirigés vers l'une des îles situées à l'ouest, et étaient hardiment descendus au rivage. Là, ils avaient trouvé des habitants affables et bienveillants, qui leur avaient donné quantité de racines et quelques poissons secs, et s'étaient montrés très sociables. Les femmes, aussi bien que les hommes, s'étaient empressés de les pourvoir de tous les aliments qu'ils avaient pu se procurer et qu'ils avaient apportés de fort loin sur leur tête. Ils demeurèrent 4 jours parmi ces naturels. Leur ayant demandé par signe, du mieux qu'il leur était possible, quelles étaient les nations environnantes, ceux-ci répondirent que presque de tous côtés habitaient des peuples farouches et terribles, qui, à ce qu'ils leur donnèrent à entendre, avaient coutume de manger les hommes. Quant à eux, ils dirent qu'ils ne mangeaient jamais ni hommes ni femmes, excepté ceux qu'ils prenaient à la guerre. Puis, ils avouèrent qu'ils faisaient de grands festins avec la chair de leurs prisonniers. Les Anglais leur demandèrent à quelle époque ils avaient fait un banquet de cette nature. Les sauvages leur répondirent qu'il y avait de cela 2 lunes, montrant la lune, puis 2 de leurs doigts,
et que leur grand roi avait 200 prisonniers de guerre qu'on engraissait pour le prochain festin. Nos hommes parurent excessivement désireux de voir ces prisonniers. Mais les autres, se méprenant, s'imaginèrent qu'ils désiraient qu'on leur en donnât pour les emmener et les manger, et leur firent entendre, en indiquant d'abord le soleil couchant, puis le levant, que le lendemain matin, au lever du soleil, ils leur en amèneraient quelques-uns. En conséquence, le matin suivant, ils amenèrent 5 femmes et 11 hommes, et les leur donnèrent pour les transporter avec eux, comme on conduirait des vaches et des bœufs à un port de mer pour ravitailler un vaisseau. Tout brutaux et barbares que ces vauriens se fussent montrés chez eux, leur cœur se souleva à cette vue, et ils ne surent que résoudre. Refuser les prisonniers c'eût été un affront sanglant pour la nation sauvage qui les leur offrait. Mais qu'en faire? Ils ne le savaient. Cependant, après quelques débats, ils se déterminèrent à les accepter, et ils donnèrent en retour aux sauvages qui les leur avaient amenés une de leurs hachettes, une vieille clé, un couteau, et 6 ou 7 de leurs balles. Bien qu'ils en ignorassent l'usage, ils en semblèrent extrêmement satisfaits. Puis, les sauvages ayant lié sur le dos les mains des pauvres créatures, ils les traînèrent dans le canot. Les Anglais furent obligés de partir aussitôt après les avoir reçus, car ceux qui leur avaient fait ce noble présent se seraient sans aucun doute attendus à ce que le lendemain matin, ils se missent à l'œuvre sur ces captifs, à ce qu'ils en tuassent 2 ou 3, et peut-être à ce qu'ils les invitassent à partager leur repas. Mais, ayant pris congé des sauvages avec tout le respect et la politesse possible, entre gens qui de part et d'autre n'entendent pas un mot de ce qu'ils se disent, ils mirent à la voile et revinrent à la première île, où en arrivant ils donnèrent la liberté à 8 de leurs captifs, dont ils avaient un trop grand nombre. Pendant le voyage, ils tâchèrent d'entrer en communication avec leurs prisonniers, mais il était impossible de leur faire entendre quoi que ce fût. À chaque chose qu'on leur disait, qu'on leur donnait ou faisait, ils croyaient qu'on allait les tuer. Quand ils se mirent à les délier, ces pauvres misérables jetèrent de grands cris, surtout les femmes, comme si déjà elles se fussent senti le couteau sur la gorge, s'imaginant qu'on ne les détachait que pour les assassiner. Il en était de même si on leur donnait à manger. Ils en concluaient que c'était de peur qu'ils ne dépérissent et qu'ils ne fussent pas assez gras pour être tués. Si l'un d'eux était regardé d'une manière plus particulière, il s'imaginait que c'était pour voir s'il était le plus gras et le plus propre à être tué le premier. Après même que les Anglais les eurent amenés dans l'île, et qu'ils eurent commencé à en user avec bonté à leur égard et à les bien traiter, ils ne s'en attendirent pas moins chaque jour à servir de dîner ou de souper à leur nouveau maître. Quand les 3 aventuriers eurent terminé cet étrange récit, ou journal de leur voyage, les Espagnols leur demandèrent où était leur nouvelle famille. Ils leur répondirent qu'ils l'avaient débarquée et placée dans l'une de leurs huttes et qu'ils étaient venus demander quelques vivres pour elle. Sur quoi les Espagnols et les 2 autres Anglais, c'est-à-dire la colonie tout entière, résolurent d'aller la voir, et c'est ce qu'ils firent. Le père de Vendredi les accompagna. Quand ils entrèrent dans la hutte, ils les virent assis et garrottés, car lorsque les Anglais avaient débarqué ces pauvres gens, ils leur avaient lié les mains, afin qu'ils ne pussent s'emparer du canot et s'échapper. Ils étaient donc là assis, entièrement nus. D'abord il y avait 3 hommes vigoureux, beaux garçons, bien découplés, droits et bien proportionnés, pouvant avoir de 30 à 35 ans. Puis 5 femmes, dont 2 paraissaient avoir de 30 à 40 ans, 2 autres n'ayant pas plus de 24 ou 25 ans, et une 5e, grande et belle fille de 16 à 17 ans. Les femmes étaient d'agréables personnes, aussi belles de corps que de visage. Seulement elles étaient basanées. 2 d'entre elles, si elles eussent été parfaitement blanches, auraient passé pour de jolies femmes, même à Londres, car elles avaient un air fort avenant et une contenance fort modeste.
surtout lorsque par la suite elles furent vêtues et parées, comme il disait, bien qu'il faut l'avouer, ce fut peu de chose que cette parure. Nous y reviendrons. Cette vue, on n'en saurait douter, avait quelque chose de pénible pour nos Espagnols, qui, c'est justice à leur rendre, étaient des hommes de la conduite la plus noble, du calme le plus grand, du caractère le plus grave, et de l'humeur la plus parfaite que j'aie jamais rencontrée, et en particulier d'une très grande modestie, comme on va le voir tout à l'heure. Je disais donc qu'il était fort pénible pour eux de voir 3 hommes et 5 femmes nus, tous garrottés ensemble et dans la position la plus misérable où la nature humaine puisse être supposée, s'attendant à chaque instant à être arrachés de ce lieu, à avoir le crâne fracassé et à être dévorés comme un veau tué pour un gala. La première chose qu'ils firent fut d'envoyer le vieil Indien, le père de Vendredi, auprès d'eux, afin de voir s'il en reconnaîtrait quelqu'un et s'il comprendrait leur langue. Dès que ce vieillard fut entré, il les regarda avec attention, l'un après l'autre, mais n'en reconnut aucun. Et aucun d'eux ne put comprendre une seule des paroles ou un seul des signes qu'il leur adressait, à l'exception d'une des femmes. Néanmoins, ce fut assez pour le but qu'on se proposait, c'est-à-dire pour les assurer que les gens entre les mains desquels ils étaient tombés étaient des chrétiens, auxquels l'action de manger des hommes et des femmes faisait horreur, et qu'ils pouvaient être certains qu'on ne les tuerait pas. Aussitôt qu'ils eurent l'assurance de cela, ils firent éclater une telle joie, et par des manifestations si grotesques et si diverses qu'il serait difficile de la décrire. Il paraît qu'ils appartenaient à des nations différentes. On chargea ensuite la femme qui servait d'interprète de leur demander s'ils consentaient à être les serviteurs des hommes qui les avaient emmenés dans le but de leur sauver la vie, et à travailler pour eux. À cette question, ils se mirent tous à danser. Et aussitôt, l'un prit une chose, l'autre une autre, enfin tout ce qui se trouvait sous leurs mains, et le plaçait sur leurs épaules, pour faire connaître par là qu'ils étaient très disposés à travailler. Le gouverneur, qui prévit que la présence de ces femmes parmi eux ne tarderait pas à avoir des inconvénients, et pourrait occasionner quelques querelles, et peut-être des querelles de sang, demanda aux 3 Anglais comment ils entendaient traiter leurs prisonnières, et s'ils se proposaient d'en faire leur servante ou leur femme. L'un d'eux répondit brusquement et hardiment qu'ils en feraient l'un et l'autre. À quoi le gouverneur répliqua : « Mon intention n'est pas de vous en empêcher, vous êtes maître à cet égard. Mais je pense qu'il est juste, afin d'éviter parmi vous les désordres et les querelles, et j'attends de votre part par cette raison seulement que si quelqu'un de vous prend une de ces créatures pour femme ou pour épouse, il n'en prenne qu'une, et qu'une fois prise, il lui donne protection. Car, bien que nous ne puissions vous marier, la raison n'en exige pas moins que tant que vous resterez ici, la femme que l'un de vous aura choisie soit à sa charge et devienne son épouse. Je veux dire, ajouta-t-il, que tant qu'il résidera ici, nul autre que lui n'est affaire à elle. » Tout cela parut si juste que chacun y donna son assentiment,